il le fallait bien. Et je n'ai rien pu faire pour m'empêcher d'atteindre l'âge de me caser. Les hommes. Les hommes ont de gros cerveaux. À te voir, ils veulent savoir ce que tu vaux. Mais dès que tu tournes le dos, ils veulent te faire la peau. Ils pensent que nous devons accepter d'exécuter leurs ordres tête basse, sans pencher. Même quand nous sommes battus, torturés ou même tués, comprendre qu'il s'agit là des seules marques d'attention que nous pouvons raisonnablement espérer. Mais viendra un jour, et même bientôt, où de nouveaux appareils de technologie permettront de découvrir que les femmes ont dans le crâne un organe beaucoup plus simple, destiné à diriger en vitesse les données récupérées par nos organes sensoriels. Un organe aussi bête qu'un estomac, un œsophage ou un morceau d'intestin. Figurez-vous que nous vivons en sursis. L'espace où nous sommes confinés est pareil au couloir des condamnés à mort. Oui, parce qu'à tout moment, on pourrait venir nous chercher, nous asseoir sur une chaise électrique. Puis, nous nous garderons de blasphémer en demandant au ciel: quel crime avons-nous pu commettre pour mériter ce sort? Qui sait? Peut-être avons-nous fauté en naissant femelles. Donc, nous devons nous prosterner chaque jour davantage devant les mâles pour les remercier de nous avoir laissé jouir si longtemps de la vie. Et celle qui se plaît d'avoir été bâillonnée, lapidée, égorgée, dépecée, brûlée vive ou attachée et balancée à travers les égouts, celle-là ferait mieux de comparer leur sort à celui qu'on réserve aux scorpions et aux vipères, dont nous sommes après tout que les hommes possédent. C'en était trop ce que je subissais. Et cela m'a poussé à tuer involontairement mon premier mari dans un accident de la route, en contournant un poteau de volant. Il l'a pris en plein fouet au milieu du crâne. Et l'assurance m'a remboursé la voiture, ainsi que la petite robe rose fleurette toute neuve que je portais, tachée du sang de son crâne qui avait éclaté sous le choc. Rassurez-vous, personne ne se plaindra de la disparition de mon mari. Le pauvre, il ne servait pas à grand-chose. Je sais que vous allez me prendre pour une folle ou une malade mentale. Je m'en fiche. Sachez que vos jugements sont dépourvus de tendresse, de respect et de gratitude. Ils témoignent d'un manque absolu de conception et de sensibilité.
Finalement, je me suis remariée. 2 mois plus tard. Mon nouveau mari est un monstre. Moi, une harpie. Nous nous aimons et vivons ensemble depuis très longtemps. Mais cela ne lui donne pas l'obligation de dire aux gens que je suis son épouse. Mon couple est une innombrable cellule qui constitue la société. On peut se détester comme si notre amour s'était inversé durant notre sommeil. Et s'aimer aussi follement au réveil comme si de rien n'était. Enfin, vous pensez bien que nous sommes heureux. Le bonheur est une hygiène de vie. La tristesse est sale comme ces peaux trop peu souvent savonnées. La joie de vivre est une bienfaisante douche. Elle décape l'âme et dissout les moindres traces de mélancolie. Nous ne perdons jamais de vue nos égos réciproques ni nos intérêts antagonistes. Notre amour est fort, puissant, impénétrable, cerné de barbelés et de mines. Il est dispensé de noblesse, de tendresse et de toute forme de compassion pour les souffrances de l'autre. Notre amour est une forme particulière de haine. Il est juste et naturel. Naturel de haïr son conjoint, de comploter contre lui en son fort intérieur, de chafauder des stratégies, des embuscades, des pièges, de chercher à le faire tomber dans l'espoir d'entendre ses os craquer, ses cris et ses remords de nous avoir nus. Nous nous haïssons chaque jour davantage. Parce que la haine nettoie notre amour et purifie les résidus provenant du quotidien qui ronge les couples affectueux. D'ailleurs, je me sens souvent obligée de lui rappeler que Dieu ne l'aimait pas et que le diable serait déjà en train de choper sa cellule en enfer. Femme, sachez que le mariage est un dîner qui commence par le dessert. Ce n'est pas... Mais c'est excellent. Après tout, on est un couple libre dans un ménage libre. En revanche, si certains sont assez stupides pour nous inviter, nous nous précipitons chez eux le jour dit, le ventre vide. Nous arrivons toujours 2 heures à l'avance, afin que personne n'ait encore attaqué les biscuits de l'apéritif. Nous nettoyons d'abord les plats d'amuse-bouche en vidant la bouteille de pastis et celle de bouillon. Quand les autres invités arrivent, nos hôtes sont bien obligés de rapporter à boire et à manger, ce qui est exact. Car, depuis la veille, nous jeûnons en prévision de ces repas copieux et gratuits. En tout cas, les hors d'œuvre n'ont été qu'une formalité. Le contenu de la corbeille de pain saute directement dans notre estomac, comme un ballon de basket dans le fond d'un panier solidement cousu. Nos mains jettent dans notre bouche la nourriture qui dépasse précipitamment la langue et que l'on avale sans avoir le temps de les mâcher, en l'accompagnant de 3 à 4 coups de vin. Le plat de résistance ne nous résiste pas davantage que la petite salade de légumes sautés, ainsi que le panier de fruits acheté à fortune. Le tchakpan file avec délicatesse dans notre gosier, comme l'eau d'une vaisselle dans le tuyau d'évacuation d'un évier. Les invités se lèvent le ventre presque vide, alors que nous devons déjà peser 3
à 4 kilos de plus qu'à notre arrivée. Et quand il n'y a plus rien à grignoter, nous demandons gentiment à passer à table. De retour au salon, nous réclamons des petits gâteaux et du chocolat pour agrémenter le café. Ensuite, nous sifflons la bouteille de cognac, celle de Koutoukou et la liqueur de Kadou pour faire un petit sol. Nous avons l'habitude de dormir après les repas. Quand nous nous réveillons, il est 4 heures du matin. Les invités sont partis depuis longtemps. Et les crapules qui nous ont si bien nourris ronflent dans leur lit comme un couple de putois. Il est temps pour nous de nous faufiler jusqu'à la cuisine, de remplir notre camionnette du contenu des placards, du frigo et du congélateur. Nous visitons jusqu'à la cave et non content de leur prendre jusqu'au dernier carton de vente. Ensuite, nous embarquons leurs outils de bricolage et leurs tondeuses à gazon. Avant de partir, nous déterrons les plantes, les fleurs, arrachons les pervenches des basiliques. Que le crime soit ordinairement parfait, mon mari arrose leur terrasse de sa cuisse pour qu'ils comprennent à quel point nous étions bourrés et méprisons leur générosité. Il les mènera tout droit à la rue. Ça y est, en voiture, la rue, l'autoroute, vitesse, les flics, on s'en fiche. Vitesse, excès de vitesse, les gendarmes, stop! Véhicule immobilisé. Nous ne parvenons pas à trouver les papiers du véhicule. Évidemment, nous étions trop sourds. Certainement, on a dû les oublier là-bas. De retour chez nous, nous rions de ces imbéciles à nous tordre les boyaux. Et allons en chœur vomir leur repas trop gras. Savez-vous que nous les femmes avons beaucoup d'amour à donner et un peu de haine que l'on cache comme de la morve dans un mouchoir au fond de nos sacs? Aujourd'hui, tout le monde veut actualiser ses fantasmes et ne pas mourir avec des désirs inassouvis. Il est loin le temps où la morale, la religion, l'esprit civique régissaient notre société. L'être humain est parvenu à comprendre que la vie humaine n'a aucune valeur. Respecter les hommes
est sans doute avantageux pour les autres. Il arrive parfois, quand on aime sincèrement quelqu'un, et qu'au finish, on le tue quand même par amour. Souvent pour une raison très banale. Je t'aime n'est pas un signe de bonheur. Et pourtant, j'aime bien mon mari. Et j'aime aussi beaucoup l'argent. S'il continue à en avoir, je continuerai à l'aimer. On n'aime jamais pour rien. On aime toujours pour une raison ou pour une autre. Si j'étais moche, il ne m'aurait même pas regardé. Si j'étais laide, il m'aurait confondu avec un des battants de la porte de communication entre les deux salons. En tout cas, s'il veut me garder, il doit éviter d'être ruiné. Si je ne veux pas qu'il me mette dehors, j'ai intérêt à ne pas me retrouver défigurée sur une chaise roulante avec une paralysie des muscles abdominaux qui entraînerait une incontinence généralisée. Ces sentiments pour moi sont très limités. Et les miens ne sont pas infinis non plus. S'il suffisait d'aimer pour être heureuse, je m'en serais aperçue depuis longtemps. On ne quitte pas quelqu'un par méchanceté. Je voulais bien continuer à cohabiter avec lui, à co-gérer l'éducation des enfants. Mais il m'avait mis hors de moi. Il n'avait jamais admis mon autonomie. Je me demande vraiment pour qui il se prenait. Il se croyait propriétaire de mon corps, comme si j'étais une chambre dont il se croyait acquéreur en m'épousant. Il exagère. Il s'imaginait sans doute que notre union était une opération chirurgicale au cours de laquelle le maire m'avait greffé à lui. Comme s'il voyait en moi un troisième bras ou un deuxième sexe. Et le sexe n'est pas le cœur. Les médecins le savent. Et les hommes, trop souvent, ont tendance à l'ignorer. Ah oui, les hommes sont toujours flattés de faire l'amour avec une inconnue. Ils pensent qu'ils nous plaisent. Alors qu'au fond, leurs pénis sont des organes encore plus anonymes que leurs yeux. Et beaucoup moins expressifs que leurs yeux. Gros, minces, comme une dent de fourchette. Ils ont tous plus ou moins la même tête. Enfin, il se trouve que je n'ai rien à lui reprocher. J'ai trouvé naturel qu'il me trompe. Car je vais souvent tromper aussi. Ah, mais nous pardonnons bien souvent nos maris qui fréquentent les prostituées. Et pourquoi pas ne pas pardonner bien aussi aux femmes adultères? D'ailleurs, si je couche avec d'autres hommes, c'est qu'à ce moment, je ne me souviens plus de lui. Lui, il est comme beaucoup de gens, surtout les hommes. Il déteste la vérité. Il aurait voulu que j'aie le courage de partir et d'avoir un accident mortel sur l'autoroute, ou de le frapper à mort pour lui donner l'occasion de me porter plainte. Je ne peux tout de même pas exécuter mon mari. Bien vrai qu'il me rapporte plus en étant mort que vivant. Et bien vrai que j'avais une incessante envie d'être heureuse, car il ne m'a pas rendue heureuse. Et puis, notre relation sexuelle me fatiguait sans me satisfaire. Dès qu'il bandait, je déprimais. Du coup, quelque chose m'a subtilement traversé la pensée pour me dire qu'il y a des risques que je devienne heureuse. Donc,
je devrais impérativement être à l'abri du besoin. Futur veuve, à l'abri du besoin. Un beau jour, il m'a dit que je pouvais partir. Oui, partir. Je lui ai demandé une indemnité pour les 20 ans que j'avais perdus en sa maudite compagnie. Il m'a tout simplement signé un chèque. Un chèque humiliant. Je lui ai demandé s'il se moquait de moi. Il a dit oui, en souriant. Il souriait trop, mais je suis restée calme en moi. Puis, je lui ai arraché le chéquier des mains. Il a subitement jeté le stylo à travers la fenêtre et souriait encore, pendant que je cherchais désespérément un autre stylo dans les tiroirs de son bureau. Dans l'un des tiroirs, il y avait des paperasses, des dons, des liquides. Dans l'autre, il y avait un revolver. Un petit revolver chromé. Je voulais juste faire du bruit. Peut-être même les gratiner. Car je n'avais pas l'habitude des armes. J'étais quand même une femme bafouée. Et j'avais le droit de me mettre en colère. Je voulais juste des excuses. Il me semble que je le méritais. Car il ne m'a jamais acheté de maison, ni d'appartement. Juste une petite voiture cylindrée. Et pourtant, je n'ai pas visé la tête. J'ai juste tiré en l'air. Il a dû courir après la balle pour la prendre en plein milieu du crâne. Je ne suis pas psychiatre, mais je pense qu'il devait être un peu déprimé ou légèrement. Vous pouvez me condamner à une peine de principe, mais à condition qu'il règle sa dette envers moi. Mais voilà. Mais il n'est même pas mort. Il est dans un léger coma. D'ailleurs, il est un peu trop vieux. En perdant sa jeunesse, on s'endort peu à peu. S'il avait 45 ans de moins, il aurait mieux résisté. En tout cas, je ne lui pardonnerai jamais d'avoir fait de moi l'instrument de son suicide raté. Oui, parce qu'avec lui, c'était toujours le même rituel. Des insultes, des bagarres, des gifles, des coups de poing. Parce qu'il me reprochait la mort de son père. Et pourtant, ce n'est tout de même pas de ma faute si son père est tombé malade. Au départ, j'ai cru que son père souffrait d'un léger rhume, d'une petite bronchite ou d'une grippe bénigne. Puis, je l'ai envoyé chez un ami radiologue, un peu ivrogne et toxicomane. Un de ces myopes de surpoids qui, par coquetterie, ne met jamais de lunettes. Il est donc excusable de n'avoir rien vu.
De toute façon, les clichés, il ne les a même pas regardés. Mais il a préféré encaisser l'argent. Par contre, la plainte que tu as déposée contre lui est indigne d'un citoyen responsable. Ton mépris envers lui fait honte à la démocratie. On dirait que ta douleur t'a fait perdre la notion même de conscience de classe. Et pourtant, mon ami médecin lui a écrit un mot quand il a fait paraître l'avis de décès dans le journal. Il s'est même excusé de sa négligence. Tu pouvais tout simplement exiger le renvoi du technicien qui était aux commandes de l'appareil de radiologie. En cas de nécessité, il est juste, sinon légitime, de faire exécuter un groupe d'émissaires. D'ailleurs, d'après les rumeurs, mon ami médecin sera radié d'ici 3 mois parce qu'on le soupçonne de trafiquer de la morphine. Après tout, la vie n'a tout de même pas été rose pour ton défunt-père. Avec ta mère Cougar, sa concubine alcoolique, quelques divorces par-ci, des enfants faits à tort et à travers. J'imagine qu'il n'a jamais eu de chance. Une douzaine de dépressions au compteur, toujours insouciant, jamais d'argent. Si je ne veillais suffisamment pas sur lui, nos voisins de la brigade fluviale l'auraient repêché du fleuve. D'ici là, il aurait dérangé les sapeurs-pompiers plusieurs fois par jour pour qu'il lui fasse un lavage d'estomac, qu'il coupe la corde à laquelle il se serait pendu, qu'il l'arrache au pylône où il se serait empalé. Car, pour un oui ou un non, ton père se serait jeté du 8e étage de l'immeuble en ruine où il survivait. Il aurait de la sorte abusé des services publics et incapable de payer ses impôts, vu que sa retraite était trop maigre pour partir en vacances. Ainsi, il aurait consommé en abondance, comme tout bon citoyen a le droit de le faire. Par contre, il n'aurait rien rapporté à la société. Vu son cas, je me suis contentée d'accomplir un travail dévoueur. Je l'ai tout simplement aidé à quitter la vie. Et je l'ai fait par charité. Et j'ai du mal à comprendre ce que tout le monde me reproche. En revanche, tout ce que je peux dire pour défendre ce personnage, c'est qu'il a eu le mérite d'exister pour servir de cible à des désœuvrés. On n'aime pas se souvenir de ces ivrognes qui, whisky après whisky, sont devenus des SDF accrochés à leur bouteille de vin. On leur en veut de n'avoir pas disparu, dignement dans une catastrophe aérienne. J'en profite pour rappeler à mon cher mari que je suis médecin et celui de ta famille. Et rappelle-toi, mon cher, que c'est moi qui ai fermé les yeux de ta mère, ceux de la concubine à ton père, et d'une quinzaine de défunts membres de ta famille, en passant par tes frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, et j'en passe. En mémoire de ces personnes disparues que tu prétendais aimer, et à qui j'inspirais la crainte pour ton consortier. Là, tu es bien obligé de ne plus m'importuner et d'être courageux. Oui, car la fureur et les larmes sont des armes pour des lâches. Et pour ne pas être un peu trop obligeant envers de très peu de parents qui te restent, j'irai même jusqu'à leur accorder une bonne remise sur le prix de mes consultations. Car, si bien qu'ignorant, après une année d'études technico-médicales accélérées, on a cru bon de m'accorder un diplôme de médecin. Vu que je suis passionnée de mon métier et que je respecte trop les malades. Souvent,
Quand une famille en a vraiment marre d'avoir sur les bras un vieux de 95 ans atteint d'Alzheimer et qui fume des joints, elle me l'envoie. Afin que je lui administre quelques injections d'origine végétale ou animale, qui le mènera à une paralysie ou arrêt cardiaque. Sinon, mort subite. De temps en temps, il m'arrive de vendre de l'héroïne aux élèves de la terminale, en leur faisant croire que ce sont des vitamines et que cela soulage les migraines et apaise les maux de tête. D'ailleurs, 3 sont morts récemment d'une overdose. Évidemment, c'était des cancres. À vrai dire, je ne suis pas une salope. Mais j'ai quand même l'excuse de n'avoir aucune conviction et de tuer pour me détendre. Quand je ne me sens pas assez en forme. D'autant plus que je le fais tout bonnement que par compassion. En y réfléchissant, je trouve que la mort coûte moins cher que le divorce. Oui, parce que le divorce cause plus de mal que le cancer. J'en déduis que rien ne vaut la vie. Et en priver les autres permet d'apprécier la sienne à sa juste valeur. Désormais, le passé ne me hante plus. Je traverse paisiblement le présent en espérant que plus rien ne vienne perturber ma quiétude. D'après mes analyses, il me semble que la solitude me procure assez de jouissance pour pouvoir me tenir lieu de vie sexuelle et remplacer l'amour. Ma vie est trop remplie pour que l'amour y ait sa place. Quant aux autres, je suis restée vierge depuis le jour de la disparition, du suicide de mon défunt mari. Paix à son âme. Depuis, très peu d'hommes viennent me voir, et ceux qui se rendent égoïstes. Et je n'accepte de dîner qu'avec une relation professionnelle ou un dévot que dans un rayon de 100 mètres autour de chez moi. Même si, dans ce quartier, les restos ne sont pas fameux. Donc, sachez que si, par hasard, vous me rencontrez un soir, traversant la rue pour aller acheter à la sauvette une tablette de chocolat, n'oubliez pas de vous cacher derrière la préluce, de crainte que je vous aperçoive, et acquiert la conviction que vous étiez en train de m'épier. La fois suivante, je n'hésiterai pas à vous précipiter contre une façade. Les passants sont des chacals qu'il vaut mieux mettre hors d'état de nuire avant qu'ils vous dévorent. Ce qui me pousse à ne plus aimer les gens, ni que l'on vienne me rendre visite, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, ça se complique. À une politique sans éthique ni morale. Et en urgence, la non-assistance. Ne vous étonnez pas que le niveau dégringole. Personnel qualifié en carence
parce qu'ils cherchent d'autres moyens de subsistance. Le sadisme est devenu une évidente banalité. Nous vivons dans une société libérale où les capitaux flottent comme des cerveaux. Les cerveaux des assassins flottent tout autant que les autres. Les crimes sont devenus de simples, sinon banals accidents. Il y a plus d'assassinats que d'accidents de la rue. Ce qui fait que vous avez 100 fois plus de chances de vous faire tuer par un parano-toxicodone que de gagner au loto. Au rendez-vous du donner et du recevoir, ne sommes-nous pas arrivés en retard? Je me souviens de la dernière aventure que j'ai eue quand j'ai pris le risque d'ouvrir ma porte à des intrus qui avaient toqué chez moi. J'ai fini par être cambriolée. Comme ils m'ont trouvé repliée dans les toilettes, ils m'ont emportée aussi. Ils ont fini par me déposer sur le palier du 2e étage, vu que j'étais trop lourde à porter. J'ai dû les aider à descendre le restant de mes bagages jusqu'à la voiture, où ils m'avaient installé à l'arrière sur un de mes tabourets de cuisine. Que j'ai pris la ferme résolution de bannir toutes les connaissances de ma conscience. Je suis devenue avare de mon intimité, raison pour laquelle je préfère être seule. Je me suis immergée avec ferveur dans la solitude, comme dans un bain de fiel. Raison pour laquelle je tiens les autres à distance. Je me protège comme de la poudre dans mon petit appartement. Je me replie sur moi-même comme si je dissimulais un trésor. Je n'ai plus d'amour propre. Je déteste de plus en plus les contacts humains. Je n'ai plus que l'on vienne me voir. Que le téléphone se met à sonner. Je n'ouvre pas et je ne décroche pas non plus. Je n'ai plus envie de parler à quelqu'un. Désormais, je n'écoute plus la musique. Parce que la musique est devenue synonyme de bruit. Mon rêve, le plus cher et le plus ardent, serait d'assister à un concert de silence. Sinon, c'était meilleur que les gens. Leur fréquentation génère l'exaspération et l'ennui. Ce sont les seuls qui vous injectent leur bague de venin, un poison long et propre à vous rendre lourd et triste, comme une vieille éponge molle sur laquelle tombe la pluie. Je me sens toujours heureuse d'être seule. Parce que je ne tente rien de personne. Les attentes font souvent très mal. Voilà pourquoi je n'éprouve de sentiments que pour moi. Je suis une sorte de prototype. Le premier exemplaire d'une espèce humaine qui existera couramment d'ici quelques siècles. Si les généticiens parviennent enfin à améliorer votre espèce. J'ai fait murer les fenêtres de mon appartement,
installer des alarmes ainsi qu'une porte de coffre-fort à l'entrée de ma chambre. J'entends bien décourager les cambrioleurs qui voudraient me voler et me négocier au prix d'une pierre précieuse. Ma domestique a pour consigne de faire son travail sans jamais me croiser ni tomber nez à nez sur moi au croisement d'un couloir. Même si elle s'estompe, elle sait que le silence finira par régner seul dans ma maison. Son imbécilité la rend sympathique. Elle a appris à se dissimuler comme une prisonnière en cavale et à se sauver quand elle entend le bruit de mes pas. Elle est malgré tout légèrement bavarde pour m'éviter d'entendre le silence qui bourdonne désagréablement à mes oreilles comme un criquet. Elle fait de sorte à ne pas m'agacer en me demandant si je n'ai pas eu un malaise dans la nuit, si le vent, la pluie ou le soleil m'attristent. D'une façon générale, elle ne me pose jamais de questions. Elle pose les plats sur la table à manger aux heures convenues et attend que je m'éclipse pour débarrasser, sans faire de bruit qui puisse trahir son existence. Je déplore de ne pouvoir la remplacer par un ange dont je n'apercevrai même pas les ailes. Et les livreurs me le déposent sur mon palier. Qui est encore? Mais foutez-moi le camp! Ne vous ai-je pas dit que mon rêve le plus ardent et le plus absolu était d'être seul? Et que plus personne ne vienne m'importuner? Et que je n'éprouve de sentiments que pour moi? C'est la gardienne. Elle me craint. Sa voix tremble quand elle m'aperçoit. Nous nous croisons de temps en temps dans l'ascenseur avant de nous tourner le dos pour ouvrir nos appartements respectifs en un clin d'œil. Nous nous sommes même abstenus de nous saluer du bout du menton. Pour dire vrai, nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Je tiens à vous dire que mon attitude envers elle ne témoigne d'aucune indifférence, mais plutôt d'un dégoût et d'un mépris teinté de haine. Elle est sournoise. Elle sème la zizanie par ses indiscrétions sur la vie sexuelle des gens. Elle s'enferme 20 heures par jour dans une chambre sans fenêtre, guère plus grande que la terre. Vous l'avez vue? Vous l'avez vue? Elle est laide. De plus, elle est squelettique, avec une chevelure clairsemée. Elle m'effraie. Elle se déplace avec des béquilles. Trimballe tous les symptômes d'une personne en fin de vie. Elle passe son temps à critiquer la vie, comme si la vie était un tableau d'art fané. C'est une personne qui, au lieu d'aller mourir tranquillement à l'hôpital, préfère agoniser chez elle, sur son lit, dans son environnement familier, sans aucun respect pour les pauvres voisins. La cruauté chez elle est signe de vie et de respect. Lui, parce que sa laideur la pousse à aller vers les autres et à faire l'effort de les aimer, à essayer de comprendre les raisons de leur dégoût pour son physique abject. Elle n'est pas complètement forte, mais son état nécessite un internement durant un demi-siècle ou le restant de sa putain de vie. Je ne supporterai jamais et pour rien au monde d'être dérangée par cette hystérie, que je ne laisserai pénétrer chez moi le SAMU. D'ailleurs, je lui donne suffisamment assez de douleur morale pour qu'elle s'abstienne
de me persécuter. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu l'audace de monter jusqu'à mon palier. Et le pire, elle a eu le culot de me parler à travers la fenêtre pour me dire que c'est à cause de la fuite d'eau. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et pourtant, elle sait mieux que quiconque que l'eau de ma cuisine peut goûter chez les voisins ou tomber en cascade chez eux sans que je n'accepte de subir la visite du plombier. Vous ne connaissez pas ces gens. Vous ne pouvez imaginer combien ces gens sont bavards comme des pieds-borgnes. De proches collaborateurs de la routine. Encore plus nuls que le plus lamentable des imbéciles. Des chômeurs par vocation, soi-disant féministes par pure perversion. La solitude vaut mieux que ces ignobles gens. Par leur faute, j'ai essayé de croire en Dieu pour me distraire. Au point où j'en suis, mon infractus ne me ferait pas assez plaisir, mais plutôt d'échouer dans un hôpital public psychiatrique populaire, comme un wagon de métro. Où je me laisserai mourir sur mon divan. Que l'on vienne à ma découverte 6 jours plus tard. Que l'on m'enterre dans un endroit méconnu, au milieu